Bien, bonjour à tous. On va démarrer. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui rentrent. Donc, je suis Patrick Lemartret. On va donc démarrer cette session dont le titre est une start-up pour se rapprocher du consommateur. Et voir, c'est une histoire que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a quelques semaines et qui est tout à fait passionnante, en plus qui a déjà des résultats très concrets. Donc, je suis directeur marketing chez Oracle France, et ma charge est de travailler sur toutes ces technologies qui permettent cette transformation digitale, donc autour de la data ou de l'intelligence artificielle, des blockchains et autres clouds. Mais aujourd'hui, voilà le thème, vous allez voir, ça se situe autour du photovoltaïque. Voilà, il nous faut un contexte, hein. La transformation digitale, ça s'applique à un domaine, ça s'applique à une industrie, à un métier. Donc on va plonger donc, sur ce sujet-là avec nos deux intervenants. Donc Vincent Arouette, qui est, on va le découvrir, qui est PDG, qui est entrepreneur, directeur commercial chez Sistovi, et également donc, notre expert, Olivier Guillet, d'Emotic, voilà, qui interviendra avec ses connaissances du domaine. Donc ce monde, Vincent, du photovoltaïque, on a besoin de ton aide. Voilà. Est-ce que tu peux nous dresser un peu voilà, la situation de ce marché? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Et quelle est ton analyse et qui est à l'origine finalement de votre projet? Bonjour. Le solaire, c'est devenu aujourd'hui, en 2019, une évidence. Face aux périls climatiques qui nous guettent, mais aussi à la crise de confiance qu'on a vis-à-vis de l'autorité en général, on a besoin de pouvoir, chez soi, contrôler de plus en plus de choses et produire son énergie. C'est une façon simple et de plus en plus facile de le faire. L'énergie solaire photovoltaïque, son coût a été divisé par 10 en 10 ans. Il est désormais possible de produire chez soi et de consommer chez soi une énergie moins chère que celle qu'on paye à un énergéticien comme EDF. Et donc nous, en tant qu'industriels, on s'est posé la question, mais finalement, en France, pourquoi est-ce que le marché du solaire est si petit? Pourquoi est-ce que 75% des nouvelles capacités en énergie dans le monde sont solaires? Et pourquoi est-ce qu'on en entend aussi peu parler en France? Il faut savoir que l'année dernière, rien que les Chinois ont installé l'équivalent de 50 centrales nucléaires en solaire. En France, on représente 1% du marché mondial. Donc nous sommes industriels, nous innovons dans le domaine de l'énergie solaire. On a inventé notamment une technologie qui s'appelle l'aérovoltaïque. Et on s'est dit, finalement, si je suis un particulier aujourd'hui et que ce sujet m'intéresse, et on voit que le sujet intéresse, qui sont mes interlocuteurs? D'un côté, un artisan, quelqu'un de compétent techniquement, mais qui ne va pas être proactif pour vous accompagner en termes de conseils sur le sujet. Ou de l'autre côté, des sociétés commerciales qui peut-être vous appellent, vous, chez vous, le week-end, pour vous vendre monts et merveilles, mais à qui, finalement, vous n'allez pas faire confiance. Donc, il manquait une voie au milieu. Et c'est cette voie qu'on a décidé d'emprunter, et le digital nous a beaucoup aidés. Okay, donc, cette voie du milieu, hein, qui va faire l'objet de la création. Juste un tout petit oubli avant de poursuivre, parce qu'on me regarde avec des grands yeux. Voilà. Vous savez que voilà, vous avez la possibilité en fait, de poser vos questions donc, en ligne, donc, sur cette adresse ici evals.fr avec le code DC19. Et tout à l'heure, la 10 dernières minutes de la séance, donc on reviendra sur ces questions. Et avec les personnes d'Eval qui me remplaceront pour partager avec vous donc, ces questions et faire répondre nos intervenants. Donc Vincent, je reviens à toi. Donc cette voie du milieu, finalement, elle ressemble à quoi? Elle vous a amené à prendre quel type de décision? Cette voie du milieu, on l'a appelée ma petite énergie, parce qu'on s'est dit, un peu comme quand on a un potager chez soi et qu'on fait sa petite nourriture, qu'on cultive ses patates, ses carottes, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas nous-mêmes, sur notre toiture, cultiver notre propre énergie et puis devenir quelque part plus indépendant, plus autonome, gagner en liberté. Et on s'est dit, d'un côté, on a un internaute, un particulier, qui se dit pourquoi pas, mais souvent pour lui, bon, peut-être c'est compliqué, c'est cher, ça peut même parfois être inquiétant, et on se dit que si la planète a beaucoup à y gagner, nous peut-être un petit peu moins. Et donc on s'est dit, bon, mettons en place un site internet
sur lequel on va attirer l'internaute qui se pose ces questions. À partir de là, grâce justement à des innovations digitales qu'on a pu mener avec Emotic, avec l'équipe de Olivier à ma gauche, vous allez rentrer votre adresse postale, là où vous habitez, sur un moteur. De là, vous allez atterrir en vue satellite au-dessus de votre maison. À partir de là, on va vous poser quelques questions. On va s'appuyer sur un moteur de calcul très puissant qui fait qu'à partir de 10 questions, on va pouvoir simuler de manière très précise, quasiment 90% de précision, votre facture très précise d'énergie, que ce soit la partie chauffage, la partie eau chaude, la partie électricité. Et à partir de là, le simulateur va vous proposer votre centrale solaire sur mesure qui permet de vous donner le maximum d'autonomie en énergie et le maximum de confort par rapport à vos besoins. Donc, mais ça fait appel, donc, du coup, tout d'un coup, là, à des partenaires, à des compétences. Enfin, voilà, cette start-up, vous étiez plutôt côté industriel. Donc, comment on se lance comme ça, tout seul? Alors, pour se lancer, merci pour cette question. Effectivement, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Dans un premier temps, il faut avoir un actionnaire ou un investisseur qui est capable de croire dans ce projet-là. C'est le cas du groupe auquel on appartient qui s'appelle SETI, qui a mis 1,3 million d'euros dans ce projet-là. Et ensuite, il a fallu construire à la fois l'écosystème, dont Emotic fait partie, mais aussi l'équipe projet qui peut soutenir et emmener ce projet le plus loin possible. Donc, on a intégré des compétences qui n'existent pas normalement chez un industriel, de web marketing, de lead generation, de traffic marketing, de toutes ces choses-là. De UX design. Alors ça, on est plutôt allé les chercher à l'extérieur. Voilà, c'est le type même de compétences qu'on a dû mettre sur pied. Voilà, donc les compétences que vous n'aviez pas chez vous, vous n'avez pas imaginé à un moment donné créer un département complémentaire voilà, dans l'entreprise, chez Sistovi ou ailleurs, voilà, qui permettait simplement de développer ces compétences en interne. Non, on a fait le choix d'internaliser les compétences qui nous semblaient être au cœur du modèle Ma Petite Énergie et on s'est dit le reste, faisons confiance à un écosystème qui en plus est bien présent sur Nantes, avec lequel on avait l'habitude déjà de travailler sur d'autres projets et ils nous ont accompagnés sur le projet Ma Petite Énergie avec leurs compétences à eux. Donc vous êtes démarré, on peut dire from scratch, ou est-ce que vous avez quand même pris je sais pas, des inputs là, sur ce type de marché dans d'autres pays ou autour de cette industrie-là? Fort de notre expérience d'industriel, on savait comment était structuré le marché du solaire résidentiel en France. Donc on connaissait les attentes, les besoins du particulier. On s'est beaucoup fondé là-dessus et on a mis les outils digitaux en face de ce parcours-là qu'on estimait être celui attendu par le particulier. Un complément, Olivier? Oui, pour revenir sur la jeunesse de l'outil, effectivement, il y a déjà de grands acteurs, notamment américains, qui avaient pu mettre en place des solutions numériques similaires. Donc sur l'inspiration de Vincent, on est allé benchmarker ces solutions existantes, Sungevity, SolarCity, pour éviter de réinventer la roue, comme on le fait au quotidien dans notre métier numérique, et s'inspirer de ce qui existe déjà et pouvoir répondre de manière innovante aux besoins spécifiques de Ma Petite Énergie. Vincent, est-ce qu'on peut donner quelques éclairages sur les levées de fonds, les financements que vous avez eus? Vous avez trouvé facilement les partenaires? C'est les partenaires qui venaient autour de votre écosystème? Comment ça s'est passé? Oui, alors comme je le disais, on avait au capital un groupe industriel qui s'appelle SETI, qui est un des leaders de la menuiserie en France et qui lui aussi avait cette démarche de se dire mais finalement moi industriel, comment je fais pour emmener plus facilement, plus simplement le particulier vers mon produit. Et donc, ils ont cru immédiatement dans le concept Ma Petite Énergie. Donc, à ce moment-là, pour eux, ça a été une évidence qu'ils devaient participer financièrement au montage du projet. Est-ce qu'on peut parler de plateforme, ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est comme une plateforme finalement? Parce que c'est très à la mode dans le monde Internet d'avoir sa plateforme. Est-ce qu'à un moment donné, vous pourriez agréger, devenir un acteur national, mondial, voilà, qui réunit finalement les intervenants de votre domaine? Oui, on pourrait tout à fait se projeter dans cette idée-là. En réalité, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est ni plus ni moins de mettre en relation un particulier
avec un installateur artisan qui, sans nous, n'aurait jamais rencontré ce particulier. Donc, on a en France 200 000 artisans. On a un nombre croissant de particuliers qui recherchent de l'info, se dit pourquoi pas le solaire chez moi. Ce que l'on fait, nous, c'est justement au travers d'une plateforme, c'est faire cette mise en relation. D'accord. Donc, on a vu la partie, ce portail dans la partie digitale. Et cela dit, bon, il faut encore faire pas mal d'installations physiques. Comment ça se passe finalement là, ce lien entre ce que vous faites en ligne et finalement, il va falloir faire le projet. Il va falloir rentrer dans le concret pour que les gens soient équipés avec des systèmes. Oui, on a encore du chemin parce que le fantasme au départ, c'est de se dire, mais finalement, le particulier, il va venir sur le site, il va tellement en prendre plein les yeux qu'il va se dire, j'appuie sur le bouton et j'achète. N'oublions pas qu'on parle d'une technologie qui est encore assez méconnue. Même si, je l'ai dit tout à l'heure, elle se démocratise à vitesse grand V, il y a encore beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés qui sont souvent négatifs, qui sont liés à la façon dont on leur en parle aujourd'hui. Je parlais de call center qui vous appellent le week-end. Donc, on associe souvent la technologie avec les pratiques commerciales. Donc, voilà, rapidement, on s'est dit, le fantasme du départ, il faut être réaliste. On va essayer déjà, dans un premier temps, d'emmener l'internaute jusqu'à un lead. Ensuite, on va le contacter pour lui proposer un rendez-vous avec un concessionnaire. Et donc, on a mis en place comme un système de franchise avec des artisans installateurs. Et à ce moment-là, l'installateur se rend à domicile pour finaliser finalement la simulation qui a été démarrée en ligne. Mais il y a vraiment besoin d'un accompagnement physique. On est encore un petit peu tôt en termes de maturité du marché et du consommateur pour déclencher un achat en ligne. D'où ce mot de phygital. D'où ce mot de phygital, même si dans le phygital est souvent connecté l'existence d'un showroom. Là, on est plutôt sur effectivement le côté digital, puis à domicile, et on ne passe pas systématiquement, ça peut arriver, mais ce n'est pas indispensable de passer par un showroom physique. Olivier. Pour compléter le dispositif numérique qui a été mis en place et ce qui participe à l'organisation entre Ma Petite Énergie et les installateurs. Donc on a ce site internet qui existe pour générer des leads, un simulateur, et puis ce que Ma Petite Énergie a mis en place également, c'est tout un back-office pour ce réseau d'installateurs avec un CRM, avec un portail professionnel, et ça aussi, ça participe à cette digitalisation de leur métier, en fait, de votre métier, et la mise en place de cet écosystème. C'est ça. En réalité, on a souhaité libérer complètement l'installateur concessionnaire de tout ce qui n'était pas, ce qui n'avait pas à voir avec soit le conseil commercial, soit l'installation technique des produits, soit la mise en œuvre. Tout le reste, on l'a internalisé. Donc nous, en tant qu'industriels, on a dû apprendre à effectivement faire de la gestion de projet, faire de l'accompagnement marketing et commercial pour le compte du concessionnaire, proposer des solutions de financement, proposer des solutions d'assurance, décennales. Voilà, on est allé beaucoup plus loin que ce que normalement on fait quand on est fabricant, quoi. Donc est-ce qu'on peut déjà, vous avez un retour, c'est-à-dire le cycle de vente, ça prend combien de temps dans ce domaine-là? Est-ce qu'à travers le portail, avec le lead, la maturité du lead, est-ce que vous avez pu accélérer ce process-là? Oui, on va dire qu'il y a deux grands bénéfices finalement à l'expérience Ma Petite Énergie. Le premier, c'est que par rapport au coût d'acquisition client que peuvent avoir des installateurs qui fonctionnent avec du télémarketing, de l'événementiel, voire même du porte-à-porte, on a divisé, nous, par 10 via le digital ce coût d'acquisition client. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous parliez, Patrick, du cycle. Le fait, effectivement, d'avoir un contact en ligne direct avec le particulier, de pouvoir lui apporter des réponses, eh bien lui, dans son processus de décision aussi, ça va beaucoup plus vite. Donc, on a réussi à réduire considérablement le temps qui va de la première visite sur le site jusqu'à la fin du chantier. Là où on était sur 120-130 jours, on est sur 60 jours. Voilà, donc, on est 50% plus rapide que ce qui se passe d'habitude. Et on s'est aperçu dans le retour d'expérience des particuliers que ce qui les freinait souvent, c'était le temps qui se passe entre le premier contact et la fin du chantier.
Voilà. D'accord. Quand il y a des temps morts, c'est dissuasif, c'est démotivant, et donc la vitesse, c'est important. Ouais, donc ça résonne à la fois pour vous, divisé par 10, donc c'est impressionnant. Il y aura des questions peut-être là-dessus. Et aussi, ouais, effectivement, le gain de temps pour le client, l'utilisateur, qui effectivement, lorsqu'il commence à avoir cette première idée de projet, peut aller assez vite et aboutir avec vous. Donc ça ne se fait pas tout seul. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cet écosystème? Parce que je pense, voilà, dans la salle, voilà, quand on essaye de transformer donc, des process dans sa propre entreprise, voilà, l'idée de créer une start-up, ça va leur faire un peu peur. Donc cet écosystème, comment vous l'avez construit? Comment peut-être il se gère au quotidien? Est-ce que tout était prévu d'avance? Est-ce que vous avez eu des imprévus? Ça s'est très bien passé parce que, comme je disais tout à l'heure, on connaissait nos interlocuteurs, nos partenaires. On les a choisis plutôt locaux, plutôt à taille humaine. Et donc, à partir du moment où on avait ces deux conditions-là, ils étaient capables de se parler. Et donc, c'est là qu'on a pu justement faire communiquer les systèmes entre eux. D'accord ? Entre un site web avec un simulateur, un portail web qui permet au concessionnaire, à l'installateur de venir retrouver toute sa gestion de projet, ses devis, ses commandes, etc. Un site de génération et de pilotage des leads. Voilà, avec des sociétés locales à taille humaine, on a pu rapidement faire les interfaces et c'est là qu'un écosystème il prend toute sa valeur. C'est quand les différents systèmes arrivent à se parler. C'est là qu'on génère le plus d'efficacité et d'efficience. Je pense qu'effectivement, sans cet écosystème, sans ces différents partenaires, la solution telle qu'elle existe n'aurait jamais pu exister. Je me souviens qu'au début du projet, donc nous, Emoutique, on s'occupait de la mise en place du site web et donc du simulateur web avec ces fameux calculs de simulation thermique à mettre en place, donc avec votre aide, avec vos experts R&D thermiques. On essayait, nous, de le faire, mais il y avait vraiment beaucoup de problématiques de temps de réponse, notamment pour de nombre de questions à poser à l'utilisateur. Donc en s'appuyant sur une autre société, EP, dont c'est vraiment le métier, ça a pu s'intégrer de manière fluide pour l'utilisateur final. Et donc, voilà, le résultat dépasse la somme des compétences de chacun, je pense, pour aboutir à cette solution. Je ne sais pas si c'est culturel parce qu'on est français, mais on a souvent tendance peut-être à se dire bon, on va créer un concept, un business model, et puis on va tout inventer de rien du tout. Et il se trouve que finalement, il y a déjà beaucoup de briques qui existent à droite et à gauche. Il suffit de les faire parler entre elles et ça marche. C'est ce qu'on a essayé de faire. Parce que j'avais sur mes notes là plusieurs noms. Alors une partie, un fournisseur pour le portail, un fournisseur pour le CRM, un fournisseur pour la partie design. Est-ce qu'au quotidien, ça se gère bien, quoi, avoir autant effectivement d'interlocuteurs, de fournisseurs? Est-ce que vous réussissez à agréger vraiment cette valeur pour avancer? Oui, ça se passe bien. Au début, ça permet d'aller très vite. Effectivement, après, dans un second temps, quand on commence à vouloir faire évoluer le système, ça peut présenter quelques limites. Donc, mais bon, on va dire qu'à ce stade-là du projet, c'est que positif. Alors justement, comme tout est positif, on va essayer de creuser quand même la face plus sombre peut-être. Alors un lead, alors moi je suis directeur marketing, donc ça m'intéresse parce que des leads, effectivement, je suis d'accord avec vous, j'en ai plein. Mais pour les transformer en vente, ça devient un parcours plus compliqué, notamment sur le digital. On est tous d'accord, hein, faire de l'engagement sur le digital, on peut y arriver assez vite, hein, à faire cliquer, à faire regarder des bannières. Alors vous avez un moteur plus compliqué. C'est quoi votre expérience de ce lead-là, justement? Bon, déjà, il n'y a pas de lead sans génération de trafic sur un site. Donc, on a cherché à identifier quels étaient les mots, les expressions qui étaient susceptibles d'être tapés dans un moteur de recherche par le consommateur. Ensuite, je crois que le plus gros défi, c'est, une fois que le trafic est généré, c'est de l'emmener dans un tunnel où, assez rapidement, on va lui proposer de renseigner ses coordonnées. Donc, c'est pas trop tôt parce qu'il faut lui donner un peu de valeur suffisamment avant, pas trop tard non plus pour ne pas louper le coche. Mais ça, c'est quand même clé. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est important, c'est qu'un lead, il se refroidit très vite. C'est-à-dire qu'entre
recontacter le lead quelques secondes après et 2 heures après, ça peut changer complètement l'envie du consommateur qui est derrière. Il y a toujours un momentum, il y a toujours un peu d'émotion à un moment donné. Voilà, c'est ça. La joignabilité, il faut la traiter immédiatement. Parce que vous êtes sur un site web, vous faites une simulation, un quart d'heure après, vous êtes en train de faire quelque chose d'autre. Donc, il faut énormément de réactivité si vous voulez des taux de transformation élevés. Et ensuite, il faut un contact humain quand même assez rapidement si on veut avoir quelque chose qui se transforme en rendez-vous, puisque le lead, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est un acte commercial à la fin avec une vente. Donc, c'est pour ça que les centres relations clients qui sont notamment outillés avec des chatbots, avec des outils conversationnels, ça peut être aussi un outil précieux pour transformer un lead en rendez-vous rapidement. Et ensuite, ce rendez-vous avec des outils de gestion d'agenda, pouvoir le positionner dans le planning d'un installateur qui immédiatement va prendre le relais pour aller à domicile. Donc ça aussi, c'est digitalisé. C'est-à-dire vous considérez que votre chaîne, elle est complètement digitale? Elle est complètement digitale. À partir du moment où vous avez renseigné vos coordonnées sur Ma Petite Énergie, vous allez recevoir un email automatique qui va vous dire merci. On va vous recontacter. Le centre relation client vous rappelle, refait la simulation avec vous. Une fois que c'est fait, vous recevez à nouveau une confirmation de la date du rendez-vous et on vous dit voilà, c'est le concessionnaire Intel qui va venir, préparez votre facture, préparez ceci, cela. Donc on essaye d'entretenir le contact, la relation pour qu'il n'y ait pas de temps mort, qu'il y ait le sentiment d'une continuité dans la relation, dans le parcours d'achat. Et donc aujourd'hui, votre force de vente physique, comme les commerciaux, ils sont focalisés sur quelques comptes plus importants. Comment ils s'insèrent en fait dans le dispositif? Alors, nos commerciaux sont les commerciaux de nos installateurs. On les anime, on les coach. On a bâti pour eux les outils d'aide à la vente, puisque le simulateur qu'on leur confie, c'est une version beaucoup plus évoluée du simulateur qui est accessible pour l'internaute. On a bâti les méthodes commerciales. Donc, voilà, c'est vraiment une force de vente qui est complètement dédiée à la transformation des leads des rendez-vous en vente. Donc, il y a quand même des points d'amélioration, non? Ces leads, là, on a l'impression que c'est un peu magique, là. Qu'effectivement, tout est intégré, ça va très très vite et les commerciaux, ils peuvent appliquer les projets. Il est où quand même le point de blocage ou les améliorations? Le point de blocage, c'est que quand j'ai réussi à générer un rendez-vous, ce qui arrive assez fréquemment, reste quand même beaucoup de pédagogie à pratiquer et le taux de transformation des rendez-vous en vente, c'est là qu'il peut un petit peu être plus faible que ce qu'on attend parce qu'on a souhaité non pas avoir des commerciaux avec le couteau entre les dents, mais plutôt des gens avec un profil technique. Donc, le temps de les amener à un niveau de compétence commerciale satisfaisant, on a des ratios qui souffrent un petit peu du rendez-vous jusqu'à la vente. Ok, donc il y a encore une démarche quand même d'amélioration. Alors, je parlais des freins tout à l'heure, donc ce slide, il est un petit peu sévère peut-être, mais effectivement, comment vous avez été amené à intégrer tous vos partenaires aussi sur cette plateforme et peut-être les transparences donc sur votre façon de fonctionner, sur les intermédiaires, sur les tarifications. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Le marché du solaire résidentiel en France, c'est un marché qui génère environ 20 000 installations par an. 90% de ces nouvelles installations sont vendues par des sociétés commerciales qui ont des politiques de prix de vente quand même assez élevées parce qu'ils considèrent qu'ils ont des coûts d'acquisition clients qui sont très forts. Nous, on est arrivé avec un concept qui consistait à dire aux particuliers, mais on va démocratiser le solaire, on va jouer la transparence, on va le faire avec des prix de vente qui vont être assez inférieurs, voire même très inférieurs à ce qui se pratique habituellement. Et donc, on est arrivé avec ce nouveau concept, mais en ayant à côté de ça quelques millions d'euros de chiffre d'affaires avec des clients qui ont des pratiques de prix qui sont très différentes. Donc, il ne fallait pas se fâcher. C'est pour ça que, dans un premier temps, on a joué la transparence complètement, on a annoncé le prix. Finalement, il y en a qui nous ont dit attention où tu vas. On a, sans pour autant
réduit trop notre ambition, on a dû emprunter un petit peu des passages détournés pour pouvoir garder cet objectif de transparence tout en préservant la qualité des relations qu'on avait avec notre clientèle historique. Donc c'est toujours un petit peu compliqué d'implanter un business model qui est aux antipodes de la façon dont votre business model industriel initial fonctionne. Disruption. Disruption, ça fait effectivement le chien dans le jeu de qui. Mais bon, vous avez eu quand même un démarrage à la hauteur de vos attentes, qui annonce déjà des chiffres intéressants. Alors au-delà de 200 chantiers, comment vous mesurez quelque part le succès, hein? On a parlé des levées de fonds tout à l'heure, donc l'investissement n'est pas négligeable. Comment vous mesurez ce succès-là? Quelle trajectoire aussi un peu vous donnez sur les résultats? La façon que l'on a de mesurer l'efficacité de ce concept Ma Petite Énergie, c'est déjà de regarder les ratios, hein, le tunnel de transformation qui va de la visite jusqu'à la réalisation du chantier. Donc on surveille le ratio qui va de la visite au lead, du lead au rendez-vous, du rendez-vous à la vente. Donc ça, on a des référentiels qui sont précis là-dessus. Donc si on est dedans... C'est Olivier qui a la pression là-dessus, non, sur cette transformation? Fort heureusement pour lui, non. Non, c'est les compétences qu'on a internalisées. Et ensuite, le deuxième indicateur, c'est qu'est-ce qu'a pensé finalement le client final, le particulier, de l'expérience qu'il a eue avec nous. Voilà. Alors ça, effectivement, on ne l'a pas trop couvert jusqu'à présent, mais est-ce que vous avez par exemple déjà mis en place des chatbots, ou est-ce qu'à un moment donné, effectivement, il y a échange avec ces gens qui viennent à la recherche d'infos, peut-être beaucoup d'infos au départ? Est-ce que vous pouvez monitorer cette info-là, apprendre, et finalement, voilà, faire du machine learning, apprendre pour optimiser vos offres, optimiser votre moteur, ou non, le moteur, il a été mis une fois pour toutes, là, puis il faut y passer? Oui, alors, on n'a pas inventé quelque chose d'extraordinaire sur le sujet. On a effectivement mis en place des chatbots, mais on s'aperçoit finalement qu'une fois qu'on est dans une simulation en ligne, le particulier hésite souvent. On n'est pas en train de vendre des chaussures ou des vêtements. On est sur l'énergie solaire. Donc, il y a une forme d'hésitation parce qu'on se dit je ne suis pas compétent forcément, moi, consommateur, pour poser les bonnes questions. Donc ça, j'ai envie de dire, pour l'instant, vu la maturité, c'est encore un petit peu tôt pour dire que c'est un outil utile. Mais a posteriori, une fois que la vente est faite et qu'on recueille l'avis du client, là, il y a des choses qui nous reviennent et qui nous aident à nous améliorer. Est-ce qu'on peut parler de la géographie, de la géolocalisation, parce que c'est un portail, donc ça couvre toute la France ou une zone francophone ou peut-être plus? Alors aujourd'hui, on couvre à peu près la moitié de la France. Un des gros avantages du digital, c'est que quand vous faites des campagnes d'acquisition, vous pouvez facilement géolocaliser là où vous voulez générer des leads. Au contraire, quand vous faites de la radio, de la télé, de l'affichage, ça peut partir tous azimuts et vous risquez d'avoir un peu de déperdition par rapport au budget que vous avez mis au départ. Donc là, c'est très chirurgical. Là où on a mis de l'argent, on est sûr qu'on va récupérer le lead que l'on voulait avoir. Voilà. Donc une ambition moitié de la France. L'ambition, c'est d'aller effectivement sur la France complète. L'ambition, c'est aussi avec le groupe CETI, c'est peut-être d'élargir aussi l'offre produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur le solaire, c'est d'aller sur d'autres produits que peuvent être la menuiserie, l'isolation, le chauffage, qui sont des produits qui sont aujourd'hui commercialisés par le groupe. Donc voilà, il y a cette double ambition qui est à la fois géographique et dans l'offre produit. Ok. Olivier, peut-être des éléments à rajouter en tant qu'expert sur ce qu'on vient d'entendre? Sur la mesure des résultats justement de la solution, ce qui est intéressant, c'est que cette solution n'est pas sortie, la solution telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas sortie de terre à l'identique à l'issue de sa construction. Il y a eu plusieurs versions, donc on parle de méthodologie agile, itérative. Il y a eu par exemple une première version du site internet de la landing page qui était assez simple pour sortir très rapidement.
donc techniquement un WordPress. Derrière, il y a eu, suite aux analyses de ma petite énergie sur les différents retours, sur les taux de conversion, il y a eu des refontes de cette partie web, également du simulateur. Aujourd'hui, il y a des chantiers sur des aspects plus back-office. Donc c'est vraiment une boucle de feedback telle qu'elle existe dans ces méthodologies agiles. On construit rapidement, on déploie rapidement, on mesure, et puis on en tire des enseignements et on améliore de manière continue la solution. Donc ça, c'est vraiment intéressant sur ce type de projet parce que c'est la vie de la solution voilà, avec quelque chose qui évolue perpétuellement. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se jeter à l'eau rapidement, même si on a l'impression que le produit n'est pas parfait. C'est la meilleure façon d'apprendre plein de choses. Voilà. Et les processus itératifs, d'étapes successives, c'est fondamental d'être dans la réalité pour pouvoir vraiment les vivre, quoi. Au démarrage, effectivement, on ne sait pas exactement où on va aller. Donc ça peut être un peu compliqué d'un point de vue prestataire ou client de signer sur une prestation. Donc on ne connaît pas forcément l'enveloppe finale, le bout, le planning. Ce qui a permis, je pense, de travailler ensemble de cette façon-là, c'est la connaissance, comme le disait Vincent, que les sociétés pouvaient avoir l'une de l'autre et les unes des autres avec les autres partenaires. Donc ça permet de se lancer en toute confiance sur ce genre de façon de travailler et sur ce genre de projet. Justement, donc dans la préparation de cette plateforme et l'évolution de cette plateforme, vous avez quand même des échéances, une roadmap, comme on dit, avec de l'intégration de nouvelles technos encore. Comment vous gérez ça ? Alors l'idée au départ, bien sûr, c'est de ne pas partir les yeux fermés sans savoir où on va. Donc il y a une roadmap initiale avec des milestones, des étapes initiales, mais on s'autorise. Quand je dis on s'autorise, c'est surtout, en l'occurrence, ma petite énergie, le client, on s'autorise à changer d'avis en cours de route à tout moment. Et nous, partenaires, prestataires, on s'adapte et on met en place les modifications telles qu'elles surviennent pendant le projet. Est-ce qu'il y a des évolutions ? On parlait d'un chatbot tout à l'heure. Est-ce que un peu de machine learning, intelligence artificielle, des interfaces mobiles, c'est peut-être le cas déjà aujourd'hui. Et aussi le suivi peut-être du client dans la durée. Oui, sur ces choses-là, je pense qu'on peut toujours aller plus loin, mais ce n'est pas vraiment des révolutions. Il y a une technologie qui est pour l'instant propriétaire de Google, mais sur laquelle je challenge régulièrement Emotic. Google a développé un logiciel qui s'appelle Sunroof et qui permet finalement de faire le cadastre solaire d'une région. Et donc, cet algorithme permet de reconnaître sur une maison la partie la mieux ensoleillée, celle qui est la plus propice à recevoir des panneaux photovoltaïques. Et à partir de là, il calcule un potentiel d'économie, de production d'énergie. Donc là, c'est d'aller de plus en plus vers quelque chose d'automatique, sans qu'on ait beaucoup de questions finalement à poser aux particuliers sur quelle taille fait ta maison, combien tu dépenses en énergie, etc. Donc aller sur quelque chose de beaucoup plus fluide encore dans le parcours en ligne. Donc ça oui, le cadastre solaire, ça pourrait être une super révolution dans le domaine, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore d'intelligence artificielle capable de le faire automatiquement. On va dire que c'est semi-automatique. Il y a une partie automatique et derrière, il y a quand même des humains. Donc en fait, les sociétés qui font ces cadastres solaires le vendent aux grandes métropoles. Aujourd'hui, c'est un peu ça le business model. Mais demain, si ça peut se faire de manière beaucoup plus automatisée, on espère que ça pourra se mettre en place, à suivre. Mais là, on est dans un futur moyen ou plus long terme, probablement. Super, moi je ne peux que vous souhaiter là, de progresser. Vous êtes sur un domaine super potentiel. Et effectivement, le digital prend tout son sens ici. On arrive un peu à la fin de cette partie. On fait comme ça veut dire 10. C'est le moment en fait de prendre vos questions. Y a-t-il des questions ? Il y a des questions, c'est une bonne nouvelle. Donc je passe le micro et je m'efface. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Alors, première question, qu'est-ce que l'aérovoltaïque ? Ah, j'aime bien cette question.
Alors, je vais le dire très simplement. Un panneau photovoltaïque produit de l'électricité à partir de la lumière du soleil. Ce qu'on ne sait pas, c'est que dans le processus qui fait qu'on produit l'électricité, on génère en même temps beaucoup de chaleur. Un panneau photovoltaïque, quand il fait l'électricité, il génère 3 fois plus de chaleur que d'électricité. Cette chaleur, elle est là, personne n'en fait rien. L'idée qu'on a eue, nous, Systovie, c'est justement de capturer cette chaleur pour l'aspirer sous les panneaux et l'insuffler. C'est un peu comme une ventilation mécanique, mais inversée, c'est-à-dire qu'une VMC, vous aspirez de l'air. Là, on va insuffler de l'air chaud solaire qui a été en plus préalablement filtré. Donc, on travaille énormément. On améliore la qualité de l'air à l'intérieur des maisons. Et vous savez que plus les maisons sont isolées, c'est un peu le sens de l'histoire, plus la qualité de l'air à l'intérieur des maisons est mauvaise. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Donc, finalement, c'est un système hybride qui permet, côté recto, de produire l'électricité et côté verso, de récupérer de la chaleur pour faire des économies d'énergie sur le chauffage. Et en l'occurrence, le chauffage, c'est dans nos maisons à peu près 65% de la facture que l'on paye. Donc c'est plutôt intéressant de s'attaquer au sujet. Deuxième question, qui sont vos distributeurs? Alors, on a 2 types de distributeurs. Je mets ma petite énergie à part parce qu'on est plutôt là en mode franchise. Mais sur le modèle industriel que représente Systovie, on travaille avec des généralistes. Et dans les grands noms, vous avez Saint-Gobain, Rexel, Sonepar, des sociétés comme ça. Puis vous avez aussi maintenant de plus en plus de pure players dans les énergies renouvelables et le solaire en particulier. Justement, sur le marché du solaire, est-ce qu'il y a énormément de concurrence ou peu de concurrence? Aujourd'hui, il y a peu de concurrence. Je vous disais, 20 000 installations par mois dans la rénovation. C'est un marché qui est tenu par environ une centaine de sociétés maximum. Donc, c'est plutôt un marché. S'il y avait beaucoup plus d'acteurs, on n'aurait peut-être pas fait ma petite énergie. Donc, là, l'objet, c'est quand même de développer le nombre d'installateurs qui vont proposer le produit. Très bien. Alors, il y a eu plusieurs questions sur les artisans. Donc, je vous lis les 3. Vous parlez artisan, comment faire pour réaliser une pause après avoir fait la simulation? Vos artisans, comment êtes-vous sûr de la prise de rendez-vous? Et un artisan, rendez-vous fixé pour lui 60 jours, êtes-vous certain de tout cela? Il doit y avoir un expert ou une experte dans la salle. Alors, il y a 3 questions. Je vais commencer par la partie rendez-vous. Donc, on a dans l'écosystème, on a missionné un centre relation client. C'est lui, c'est pas l'artisan qui va prendre le rendez-vous à partir du lead. C'est un partenaire qui s'appelle Conversence qui récupère les leads sur une plateforme, qui rappelle le particulier et qui va prendre rendez-vous pour le compte de l'artisan. D'accord ? On a bien identifié que dans les compétences des artisans, il n'y avait pas celle de centre relation client. Voilà. Ensuite, les 60 jours. C'est lié beaucoup aussi au délai administratif, puisque par définition, les panneaux photovoltaïques, vous ne les mettez pas dans le salon, vous les mettez sur la toiture. Donc, vous devez demander l'autorisation à votre mairie de faire des travaux. Donc, déjà, vous avez un délai incompressible de 30 jours. Donc, du lead jusqu'à la vente, comptez 15 jours. Ensuite, 15 jours, 3 semaines. Ensuite, il y a 30 jours de délai de déclaration mairie. J'ajoute aussi les 15 jours de délai de rétractation puisqu'on est sur de la vente à domicile. Donc on arrive et puis il reste après 2 semaines pour commander le matériel et exécuter le chantier. On est autour des 60 jours. Très bien. Une autre question. Gérez-vous le stockage de l'énergie en cas de production trop importante pour être consommée en été par exemple? Et si oui, comment? Alors, ça c'est une bonne question. Puis c'est surtout un challenge important pour les années à venir parce que par définition, le solaire, c'est une énergie intermittente et dans le résidentiel, on est tous absents dans la journée. Donc, les pics de consommation sont tôt le matin et tard le soir. La façon, aujourd'hui, donc, le coût des batteries au lithium baisse rapidement, mais il est encore très, très, très élevé, beaucoup trop par rapport au prix auquel on achète l'énergie au réseau. Donc, une bonne façon de stocker l'excédent d'électricité qui n'a pas été consommé dans la journée, c'est notamment d'utiliser un ballon d'eau chaude. Puisque l'eau chaude représente 15 à 20% de nos consommations dans l'année.
au lieu de chauffer l'eau avec de l'électricité prise sur le réseau, et ben, ce qu'on fait, c'est que quand il y a un surplus d'électricité dans la journée, on va démarrer la production d'eau chaude dans le ballon, qu'il soit électrique, thermodynamique ou autre. Et là, on va stocker quelque part le surplus d'électricité qui n'a pas été consommé. À peu près dans la même question. Possédez-vous une application capable justement de mesurer la dose d'énergie connectée par les panneaux solaires et la dose d'énergie consommée? Oui, alors en plus ça tombe bien, c'est Emotic qui le fait pour nous. Donc on a développé tout un système domotique de l'énergie parce qu'effectivement, des électrons, des calories de chaleur, ce n'est pas toujours très perceptible, hein. Donc en termes d'expérience, si on veut qu'elle soit au top, il faut pouvoir restituer de l'information. Puis en plus, ça fait de l'éducation sur comment j'utilise l'énergie. Donc on a une solution qui s'appelle SmartAir, qui a été co-développée entre Systovi, Emotic et Deltador, hein, qui est notre partenaire hardware sur la solution domotique. Et donc, sur votre smartphone, vous avez la main sur l'intégralité des informations importantes. Combien consomme votre maison? Combien vous produisez? À quel niveau vous êtes autonome? Vous avez même un thermostat connecté, vous avez vos historiques de consommation, vous pouvez voir potentiellement combien vous stockez d'énergie, etc., etc. Une fourchette de prix d'installation d'un panneau photovoltaïque sur une maison pour un particulier? On est aujourd'hui, alors l'ADEME dit qu'une famille de 4 personnes dans une maison de 100 mètres carrés, ça consomme 3000 kWh par an. C'est pour ça que l'État a fixé en gros un référentiel qui est photovoltaïque. Vous mettez 20 mètres carrés, ça fait 3000 kWh de production dans une année. Aujourd'hui, on est en dessous de 10 000 euros. Hein. On peut même se rapprocher dans quelques temps des 5 000 euros. Il faut savoir qu'il y a encore 7-8 ans, moins de 10 000 euros se vendait 25 000. Donc vous voyez à quelle vitesse ça baisse. La démocratisation du solaire est en marche. Pouvez-vous préciser ce dont vous parlez par coût d'acquisition élevé chez vos partenaires? Oui, tout à fait. Alors, nos partenaires installateurs qui donc doivent être dans un mode de vente active, hein, pour pouvoir convaincre un particulier de s'équiper en solaire, ont recours à des moyens d'acquisition qui sont plus traditionnels dans la vente à domicile, les call centers, le télémarketing, le porte-à-porte et les foires et les salons. Donc eux, ils regardent par exemple quand ils ont un call center au Maroc, on leur dit bah voilà, pour le prix d'un rendez-vous, c'est 500 euros. Ensuite, pour transformer ce 500 euros, ce rendez-vous en vente, il va falloir au moins 3 rendez-vous, voire 4 rendez-vous. Plus la commission du commercial qui peut aller jusqu'à 10, 15, 20% du montant du chiffre d'affaires total. Donc voilà, le coût d'acquisition, c'est à la fois le coût d'acquisition du rendez-vous, multiplié par le taux de transformation en vente, plus les frais commerciaux associés. Très bien. Avant-dernière question, comment assurez-vous les conversations avec le lead en dehors des heures de bureau et en week-end? Eh ben là, il y a des entreprises nantaises qui font très bien ça, iAdvise en particulier. Donc on a effectivement un partenariat avec eux et on essaye de rendre nos réponses le plus fluide et automatisé possible. On a effectivement intégré le module conversationnel d'iAdvise dans le site internet et le simulateur Ma Petite Énergie pour permettre ces échanges avec l'internaute. Et la dernière question, par quels moyens récoltez-vous les avis clients? Tout à l'heure, vous en avez parlé. Oui, là aussi, il y a des sociétés qui se sont spécialisées là-dessus. Là, c'est plus que pro. Donc, c'est des avis clients certifiés avec un processus ISO derrière qui fait qu'on n'est pas sur du simple déclaratif. On s'appuie sur des avis clients qui sont réellement certifiés, qui sont opposables aux tiers, donc avec une vraie valeur juridique. Merci beaucoup. Pour les autres, je vois qu'on a une question. Je vais apporter le micro tout de suite. Hop. Il y a une question, juste de la petite dame. Hop. Bonjour. Vous avez évoqué la complexité de gérer un nouveau business model et un réseau de distributeurs historiques pour fabricants.
Quelles ont été les pistes que vous avez mises en place pour gérer cette difficulté? C'est d'être transparent, mais pas trop. Le motif de fâcherie, c'était qu'on annonce des prix de vente en ligne. Le contournement, ça a été de dire, on ne va plus afficher que ça vaut 5, 10 000 euros, peu importe. On va dire, vous pourriez équilibrer votre budget dès la première année en consacrant 100 euros de budget au financement de votre installation solaire et en contrepartie, vous récupérez 100 euros, plus ou moins, en économie d'énergie. Voilà, donc c'est par le financement, finalement, qu'on a réussi à éviter la fâcherie avec nos clients. Merci pour votre écoute. Je vais repasser la main. Merci à tous, merci pour votre écoute, merci à nos intervenants.